5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. Il est à peu près 17 heures, ce 28 août 1963, quand Martin Luther King entame son discours. Il n'est ni le premier, ni le dernier des orateurs de ce rassemblement pour l'emploi et la liberté. Et pourtant, ce sont ces mots qui vont inscrire cette journée dans la mémoire de tous. Martin Luther King en 63, c'est peut-être l'une des personnalités les plus connues du monde de la Révolution noire qui a commencé une dizaine d'années plus tôt aux États-Unis. C'est un pasteur qui vient du Sud. On le connaît pour son message de non-violence, on le connaît pour les dizaines de manifestations dont il a pris la tête, on le connaît parce qu'il arrive à un moment où la télévision entre dans tous les foyers américains. Et donc le jour de cette grande manifestation de 1963, nul n'ignore qui est Martin Luther King, cet homme qui donne un visage à la lutte pour la liberté des Noirs au sud des États-Unis. À l'origine de cet événement, il y a Birmingham. Dans cette ville d'Alabama, noirs et blancs doivent vivre à distance. Telle est la règle que l'on reçoit en héritage. Would you like to go to school with colored children? Est-ce que tu voudrais aller à l'école avec des petits noirs? No. Pourquoi? Why? I don't know. Madam, are you for or against integration? We're against it. And you, madam? Et vous, madame? I don't approve. J'approuve pas l'intégration. Why? Pourquoi? Because God didn't make us that way. Parce que Dieu ne nous a pas fait comme ça. Quand Martin Luther King débarque dans cette ville, en avril 1963, il espère briser la ségrégation en manifestant pacifiquement. Mais début mai, tout bascule. Le chef de la police de la ville envoie les chiens contre les manifestants. Ces images de violence, retransmises à la télévision, vont choquer l'Amérique et le monde entier. Un mois plus tard, le 11 juin, le président Kennedy promet la présentation au Congrès d'une nouvelle loi contre la ségrégation avant la fin de l'été. 100 years of delay have passed since President Lincoln freed the slaves, yet their heirs, their grandsons, are not fully free. They are not yet freed from the bonds of injustice. They are not yet freed from social and economic oppression. Première fois peut-être, les gens du gouvernement vous disent « Nous sommes presque sur le point, nous vous avons entendu, nous allons faire passer une loi. » Et donc à ce moment-là, vous avez deux solutions, soit vous patientez et vous faites confiance, soit vous augmentez le niveau de pression. Et donc à ce moment-là, l'idée est de dire peut-être que Kennedy est de bonne volonté, mais il faut que nous le forcions. Et pour le forcer, il faut une démonstration de force. Et la démonstration de force, ce sera cette grande manifestation de l'été 63 qui est organisée non pas par Martin Luther King, mais par les syndicats américains qui se disent il faut que, en voyant des centaines de milliers de gens dans la rue, Kennedy n'ait d'autre choix que de réaliser ce à quoi il s'est engagé. Ce 28 août 1963, c'est la foule des grands jours. Ils sont près de 250 000, noirs et blancs, à avoir rejoint Washington pour manifester pour l'emploi et la liberté. Parmi eux, on reconnaît certaines célébrités, comme les chanteurs Bob Dylan et John Baez, l'écrivain James Baldwin ou encore l'acteur Marlon Brando. En fin de matinée, la longue marche qui va du Capitole au Lincoln Memorial débute. La foule est dense,
déterminé, pacifique. Vers 17h, en direct sur plusieurs chaînes de télévision, en Amérique et à l'étranger, Martin Luther King prend la parole. But 100 years later, the Negro still is not free. Il faut savoir qu'il n'est pas du tout l'orateur principal de la journée. Il est le 16e sur 18 orateurs. Il a préparé son discours un petit peu en amont et certains de ses conseillers lui ont dit « Écoute, Martin, tu es un pasteur, donc tu recycles un certain nombre de tes discours, c'est comme ça que tu fais. Il y a un thème, lui dit l'un de ses proches, Wyatt, que j'aimerais que tu ne ressortes pas encore, c'est le thème du rêve, parce que tu l'as utilisé plusieurs fois, encore à Détroit il y a quelques semaines, c'est un peu éculé. Et donc, Martin Luther King suit son conseil et le jour même, à 4h du matin, lorsque le premier manuscrit est terminé, il n'y a pas trace du rêve dans ce discours. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. La première partie du discours est une partie fondamentale parce qu'elle est extrêmement politique et qu'elle est extrêmement véhémente. La métaphore qui l'emporte et qui est peut-être la plus importante du discours, c'est celle du chèque et du chèque sans provision. Ce que dit Martin Luther King, c'est « Il est grand temps maintenant que vous nous donniez la réalité de ce chèque sans provision et on est venu pour réclamer notre dû. » Pendant le discours, un événement inattendu se produit. La chanteuse et amie de Martin Luther King, Mahalia Jackson, située à quelques mètres de la tribune, lui dit « Parlez-leur du rêve, Martin ». Et c'est ainsi qu'absent du texte initial, « I have a dream » surgit. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. À 6 reprises, Martin Luther King utilise cette formule et dessine ainsi son rêve pour l'Amérique de demain. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Puis il conclut son discours par ces mots. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. À la fin du rassemblement, King rejoint les autres organisateurs à la Maison-Blanche, où les attend le président Kennedy. Cette journée historique s'achève par cette rencontre. À Birmingham, où tout a basculé, les violences se poursuivent. Le 15 septembre, 4 jeunes filles noires sont tuées dans l'explosion d'une bombe. Le rêve vers l'égalité est encore loin. L'année suivante, le 2 juillet 1964, une nouvelle étape est franchie. Le président Lyndon Johnson signe le Civil Act qui déclare illégale toute discrimination qui repose sur la race, la couleur, la religion ou l'origine nationale. 4 ans plus tard, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Il avait 39 ans. Aujourd'hui, le discours I have a dream a quelque chose de terriblement actuel et jamais la violence et l'inégalité raciale aux États-Unis n'ont été à ce point source de préoccupation et que l'on voit à quel point c'est une question qui demeure la plaie béante de l'Amérique qu'elle n'a toujours pas réussi à apaiser. C'est donc le signe que plus que jamais, il faut réécouter et relire Martin Luther King. 1963 is not an end, but a beginning. There will be neither rest nor tranquility in America till the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day
of justice emerges.